Bonjour à toutes et à tous, c'est le 18e épisode du Beau Rôle, le podcast où les textes prennent vie. Aujourd'hui, nous entrons dans une arène de combat, celle de la discussion. Ouvrons un manuel un peu particulier, l'art d'avoir toujours raison, : ouvrez les histoires. Oubliez la recherche sincère de la vérité ou les débats courtois au coin du feu. Ce petit traité rédigé vers 1830 par Arthur Schopenhauer est un manuel de survie pour quiconque s'est déjà retrouvé à court d'arguments face à un adversaire de mauvaise foi. Schopenhauer, le philosophe au tempérament bien trempé, au pessimisme légendaire, part d'un constat cinglant sur la nature humaine : nous sommes vaniteux par essence. Pour lui, l'homme ne cherche pas à avoir raison parce qu'il détient la vérité, mais parce qu'il ne supporte pas d'avoir tort devant les autres. Dans cette œuvre, il répertorie 38 stratagèmes pour terrasser son interlocuteur, que l'on ait raison ou totalement tort. C'est ce qu'il appelle la dialectique éristique, l'art de la dispute. À travers ces pages, il nous montre comment le langage peut devenir une arme de manipulation massive et nous interroge, dans une société où l'image prime sur le fond, la victoire compte-t-elle plus que la justice ? Stratagème 4. Cacher son jeu. Lorsque l'on désire tirer une conclusion, il ne faut pas que l'adversaire voie où l'on veut en venir, mais quand même lui faire admettre les prémices une par une, l'air de rien, sans quoi l'adversaire tentera de s'y opposer par toutes sortes de chicanes. S'il est douteux que l'adversaire admette les prémices, il faut établir des prémices à ces prémices, faire des présyllogismes, et s'arranger pour les faire admettre, peu importe l'ordre. Vous cachez ainsi votre jeu, jusqu'à ce que votre adversaire ait approuvé tout ce dont vous aviez besoin pour l'attaquer. Ces règles sont données dans le livre 8, chapitre 1, des Topiques d'Aristote. Ce stratagème n'a pas besoin d'être illustré par un exemple. Stratagème 9. Posez les questions dans un autre ordre. Posez vos questions dans un ordre différent de celui duquel la conclusion dépend, et transposez-les de façon à ce que l'adversaire ne devine pas votre objectif. Il ne pourra alors pas prendre de précautions, et vous pourrez utiliser ces réponses pour arriver à des conclusions différentes, voire opposées. Ceci est apparenté au stratagème 4, cacher son jeu. Stratagème 28. Convaincre le public et non l'adversaire. Il s'agit du genre de stratégie que l'on peut utiliser lors d'une discussion entre érudits en présence d'un public non instruit. Si vous n'avez pas d'argumentum ad rem, ni d'ad hominem, vous pouvez en faire un ad auditores, c'est-à-dire une objection invalide. Mais invalide seulement pour un expert. Votre adversaire aura beau être un expert, ceux qui composent le public n'en sont pas, et à leurs yeux, vous l'aurez battu. Surtout si votre objection le place sous un jour ridicule. Les gens sont prêts à rire si vous avez les rires à vos côtés. Montrer que votre objection est invalide nécessitera une explication longue faisant référence à des branches de la science dont vous débattez et le public n'est pas spécialement disposé à l'écouter. Exemple. L'adversaire dit que lors de la formation des chaînes de montagne, le granit et les autres éléments qui les composent étaient, en raison de leur très haute température, dans un état fluide ou en fusion, et que la température devait atteindre les 250 degrés, et que lorsque la masse s'est formée, elle fut recouverte par la mer. Nous répondons par un argumentum ad auditores qu'à cette température-là, et même bien avant, vers 100 degrés, la mer se serait mise à bouillir, et se serait évaporée. L'auditoire éclate de rire. Pour réfuter notre objection, notre adversaire devrait montrer que le point d'ébullition ne dépend pas seulement de la température, mais aussi de la pression, et que dès que la moitié de l'eau de mer se serait évaporée, la pression aurait suffisamment augmenté pour que le reste à l'état liquide à 250 degrés. Il ne peut donner cette explication, car pour faire cette démonstration, il lui faudrait donner un cours à un auditoire qui n'a pas de connaissances en physique. Stratagème 31. Je ne comprends rien de ce que vous me dites. Si on se retrouve dans une situation, on ne sait pas quoi rétorquer aux arguments de l'adversaire. On peut, par une fine ironie, se déclarer incapable de porter un jugement. Ce que vous me dites dépasse mes faibles capacités d'entendement. Ça peut très bien être correct, mais je ne comprends pas suffisamment, et je m'abstiendrai donc de donner un avis. En procédant ainsi, on insinue auprès de l'auditoire, auprès duquel votre réputation est établie, que votre adversaire dit des bêtises. Ainsi, lorsque la critique de la raison pure de Kant commença à faire du bruit, de nombreux professeurs de l'ancienne école éclectique déclarèrent « Nous n'y comprenons rien », croyant que cela résoudrait l'affaire. Mais lorsque les adhérents de la nouvelle école leur prouvèrent avoir raison, ceux qui déclarèrent ne rien y avoir compris en furent pour leurs frais.
On aura besoin d'avoir recours à cette tactique uniquement lorsqu'on est certain que l'audience est plus inclinée en notre faveur qu'envers l'adversaire. Un professeur pourrait par exemple s'en servir contre un élève. À proprement parler, ce stratagème appartient au stratagème précédent où l'on fait usage de sa propre autorité au lieu de chercher à raisonner, et d'une façon particulièrement malicieuse. La contre-attaque est de dire « Toutes mes excuses, mais avec votre intelligence pénétrante, il doit vous être particulièrement aisé de pouvoir comprendre n'importe quoi, et c'est donc ma pauvre argumentation qui est en défaut. » Et de continuer à lui graisser la patte jusqu'à ce qu'il nous comprenne nolens volens, qu'il nous apparaît clair qu'il n'avait vraiment rien compris. Ainsi, partons cette attaque, si l'adversaire insinue que nous disons des bêtises, nous insinuons qu'il est un imbécile, le tout dans la politesse la plus exquise. Ultime stratagème. Soyez personnel, insultant, malpoli. Lorsque l'on se rend compte que l'adversaire nous est supérieur et nous ôte toute raison, il faut alors devenir personnel, insultant, malpoli. Cela consiste à passer du sujet de la dispute, que l'on a perdu, au débatteur lui-même en attaquant sa personne. On pourrait appeler ça un argumentum ad personam, pour le distinguer de l'argumentum ad hominem, ce dernier passant de la discussion objective du sujet à l'attaque de l'adversaire en le confrontant à ses admissions ou à ses paroles par rapport à ce sujet. En devenant personnel, on abandonne le sujet lui-même pour attaquer la personne elle-même. On devient insultant, malveillant, injurieux, vulgaire. C'est un appel des forces de l'intelligence dirigée à celle du corps ou à l'animalisme. C'est une stratégie très appréciée car tout le monde peut l'appliquer, et elle est donc particulièrement utilisée. On peut maintenant se demander quelle est la contre-attaque, car si on a recours à la même stratégie, on risque une bataille, un duel, voire un procès pour diffamation. Ce serait une erreur de croire qu'il suffit de ne pas devenir personnel soi-même. Car montrer calmement à quelqu'un qu'il a tort, et que ce qu'il dit et pense est incorrect, processus qui se retrouve dans chaque victoire dialectique, nous l'aigrissons encore plus que si nous avions utilisé une expression malpolie ou insultante. Pourquoi donc ? Parce que comme le dit Hobbes dans son De Cive, chapitre 1, Omnis animi voluptas, omnisque alacritas, ineocita est, quodquis habeat, quibiscum conference, possit magnifique, sentire, de ipso. Pour l'homme, rien n'est plus grand que de satisfaire sa vanité, et aucune blessure n'est plus douloureuse que celle qui est infligée. De là viennent des expressions comme « l'honneur est plus cher que la vie », etc. La satisfaction de cette vanité se développe principalement en se comparant aux autres, sous tous ses aspects, mais essentiellement en comparant la puissance des intellects. La manière la plus effective et la plus puissante de se satisfaire se trouve dans les débats. D'où l'aigreur de celui qui est battu et son recours à l'arme ultime, ce dernier stratagème. On ne peut y échapper par la simple courtoisie. Garder son sang-froid peut cependant être salutaire. Dès que l'adversaire passe aux attaques personnelles, on répond calmement qu'elles n'ont rien à voir avec l'objet du débat, on y ramène immédiatement la conversation et on continue de lui montrer à quel point il a tort, sans tenir compte de ses insultes. Comme le dit Thémistocle, frappe mais écoute. Mais ce genre de comportement n'est pas donné à tout le monde. Le seul comportement sûr est donc celui que mentionne Aristote dans le dernier chapitre de son Topica, de ne pas débattre avec la première personne que l'on rencontre, mais seulement avec des connaissances que vous savez posséder suffisamment d'intelligence pour ne pas se déshonorer en disant des absurdités, qui appellent à la raison et pas à une autorité, qui écoutent la raison et s'y plient, et enfin, qui écoutent la vérité, reconnaissent avoir tort, même de la bouche d'un adversaire, et suffisamment juste pour supporter avoir eu tort si la vérité était dans l'autre camp. De là, sur 100 personnes, à peine une mérite que l'on débatte avec elle. On peut laisser le reste parler autant qu'ils veulent, car desipere est iuris gentium, et il faut se souvenir de ce que disait Voltaire, la paix vaut encore mieux que la vérité. Et de ce proverbe arabe, sur l'arbre du silence pendent les fruits de la paix. Le débat peut cependant souvent être mutuellement avantageux lorsqu'il est utilisé pour s'aiguiser l'esprit et corriger ses propres pensées, pour éveiller de nouveaux points de vue. Mais les adversaires doivent alors être de forces égales, que ce soit en niveau d'éducation ou de force mentale. S'il a un manque d'éducation, il ne comprendra pas ce que lui dit l'autre, et ne sera pas au même niveau. S'il manque de force mentale, il s'aigrira et aura recours à des stratagèmes malhonnêtes, ou se montrera malpoli. Entre le débat in colloquio privato sive familiari et le disputatio solemnis publica pro gradu, il n'y a pas de différence significative, sinon que le second requiert que le respondens ait toujours raison par rapport à l'opponens,
et qu'il est donc nécessaire qu'il saute le présès ou qu'on argumente avec ce dernier de manière plus formelle, et ces arguments seront plus volontiers parés de strictes conclusions. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous souhaitez découvrir les autres stratagèmes ou d'autres pensées de Schopenhauer, rendez-vous en librairie, en bibliothèque ou sur internet. Merci d'avoir écouté ce 18e épisode du Beau Rôle. Si ça vous a plu, pensez à vous abonner au podcast et à suivre l'aventure sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de liker et de partager autour de vous pour continuer à faire vivre ces textes. Cet épisode a été enregistré au studio de Radio RGB 99.2. On se retrouve très vite pour une nouvelle histoire. Salut!